Alors, construire le futur en utilisant le passé. Alors, soit j'ai absolument rien compris à ces élucubrations, soit ce mec est complètement dingue. Bon, après, on va se dire, depuis tout à l'heure, il me fait rencontrer des personnes sympathiques, plutôt intéressantes. Bon, allez, je vais me laisser tenter. Mais il n'y a personne ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Eduardo! Eduardo! Où es-tu? Eduardo! Oui, je suis ici. Ah, Il y a un problème? bah, il est où ton pote du futur, je ne sais quoi, la dernière étape ultime de ma quête Pas tout compris, mais je le vois pas ton pote. Où est-ce qu'il est? Si, il est bien là. Essaie donc de toucher ce magnifique outil. Hmm. Ah mais c'est qui lui? Qu'est-ce que... Ah. Qui êtes-vous? Bonjour, c'est K. Je suis Jean-Dominique Lavocari, une entité spécialisée dans le design graphique et la prospective. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je t'écoute. Dire un peu plus sur ta vision de la nostalgie. Alors, comment je me sers de la nostalgie pour la prospective? Ce qu'il faut savoir, c'est que la nostalgie, en fait, c'est le paradis perdu de la simplicité. Tu es né à l'intérieur d'un cadre très défini quand tu étais jeune, si tu n'es pas dans une famille dysfonctionnelle, où il y avait des référents et des variables très faciles à identifier, à savoir le bien c'était le bien, le mal c'était le mal, blanc, noir. On te donnait des identifications de causes et de conséquences très simples dont tu pouvais te souvenir facilement, à savoir ne bois pas l'eau de Javel, sinon tu vas finir à l'hôpital, ne mets pas tes mains sur des plaques chauffantes, sinon tu vas avoir très mal, sois gentil avec ta petite sœur, t'auras un câlin, si tu travailles bien à l'école, t'auras des bonbons, etc., etc. Donc en fait, tu étais dans un cadre très simple qui créait en fait ce qu'on appelle une zone de sécurité, parfaitement donc identifiable, mais par la suite, au fur et à mesure que tu as grandi, tu vois, ces variables se sont de plus en plus ramifiées de manière très indirecte et ont créé finalement une incertitude. Ce que tu tenais en fait toi pour acquis s'est modifié au fil du temps. Tes parents peuvent mourir, les couples se séparent, tes amis peuvent te trahir, t'abandonner, etc. Et tout le chemin des causes et des conséquences que tu vas initier ou que tu vas recevoir vont avoir de plus en plus de facteurs indirects ou directs qui vont être de plus en plus difficiles à identifier de manière sûre et certaine. Et c'est cette incertitude qui crée la notion d'anxiété et donc de danger qu'ont également les peuples et les civilisations, en rapport avec leurs valeurs, avec leur propre passé, avec cette zone de confort qu'ils ont tous pu identifier. Et c'est avec cette anxiété que naît la sensation de nostalgie, puisque tu te dis c'était mieux avant, c'était beaucoup plus simple, car tu pouvais identifier tous ces facteurs, toutes ces variables. Et donc dans la prospective, tu apprends à voir dans un côté systémique comment ces variables peuvent interagir les unes entre elles et d'où elles viennent. Et donc, pour savoir d'où elles viennent, il faut s'intéresser au passé des gens, des peuples, des civilisations, et donc leur culture et leur raisonnement propre et intrinsèque. Et vois-tu, il y a autre chose qui m'intéresse et dont je me sers au niveau du passé, et là je vais repartir très très loin dans la nostalgie, c'est le principe de l'alchimie. Alors l'alchimie, c'est une discipline très intéressante parce qu'elle est très syncrétique. Elle permet de te livrer une vision de tous les éléments qui est pluridisciplinaire et une approche hétérodoxe des sciences au lieu d'être orthodoxe et unilatérale. À savoir, un des principes fondateurs, il n'y en a pas qu'un, mais il y en a plusieurs, mais le plus essentiel, c'est le corps, le cœur et l'esprit, à savoir le sel, le soufre, le mercure. Et avec cette vision un petit peu hétérodoxe des problématiques, tu peux arriver à voir les motivations et toutes les chaînes de causes et de conséquences à plusieurs niveaux, à plusieurs strates de motivation. À savoir qu'un peuple ou une civilisation va être motivé par des ressorts, des leviers d'action qui peuvent être physiques, genre typiquement conquête de territoire, essayer d'obtenir telle ou telle ressource, mais également à un niveau émotionnel ou psychologique. C'est-à-dire, typiquement, c'est la guerre des civilisations que tu as, par exemple, entre l'Occident et des organisations comme ISIS, ou ce qu'on voit également maintenant entre l'Ukraine et la Russie. Ce sont des clashs de valeurs qui répondent
à une espèce d'angoisse existentielle des peuples et qui s'articule de manière très complexe autour de ces éléments. Et dans l'alchimie, tu apprends également à déconstruire, à démanteler les principes actifs essentiels de quelque chose qui t'apparaît comme monolithique. Et en utilisant cette vision triple de l'alchimie, tu peux arriver complètement, en tout cas tu peux essayer d'arriver à identifier plusieurs éléments que tu n'aurais pas vus sur une première lecture. L'alchimie qui se connecte à l'ésotérisme, c'est intéressant là-dedans, puisqu'en fait, l'ésotérisme, ça veut dire la science du caché, de ce qui est caché derrière. Et là, on fait la connexion avec des choses comme l'espionnage ou le contre-espionnage. Et d'ailleurs, la technique MICE de recrutement des agents secrets de retourner un soldat contre sa propre civilisation utilise ces leviers soit physiques avec de l'argent, avec du matériel, ou émotionnel, ou des idéaux religieux, politiques, etc. Donc en fait, ça permet d'avoir une triple vision de tout élément et de toute intervention de prospective qui te permet en fait d'arriver à pouvoir anticiper comment les peuples peuvent agir à plusieurs niveaux. Voilà. Ce sont pour moi les deux analyses que je fais vis-à-vis de la nostalgie. Ok, je vois. Hyper intéressant. Mais j'ai quand même un peu de mal à voir comment deux notions aussi contradictoires peuvent être utilisées ensemble. Pourquoi utiliser la nostalgie dans la prospective, justement? Alors, pourquoi utiliser le passé pour construire le futur? Eh bien, déjà, pour ne pas répéter les erreurs du passé, pour commencer. Tu vois, comme disait Santayana, celui qui n'apprend pas de ses erreurs est condamné à les répéter. Et je voudrais te parler d'une théorie en politique internationale et en géostratégie qui s'appelle le piège de Thucydide, par exemple. Thucydide, c'était un stratège grec qui, lors de la guerre du Péloponnèse, a théorisé que l'attaque de Sparte contre Athènes avait été générée, comme je te disais, par la peur. C'est-à-dire que Athènes devenait de plus en plus proéminente et prééminente dans le paysage hégémonique mondial, et Sparte avait peur de perdre cette hégémonie. Et donc cette théorie consiste à dire que, comme je te l'avais dit, la perte de certaines valeurs va pousser l'ancien empire à attaquer le nouvel empire, l'empire émergent. Et avec cette perspective, tu peux voir qu'à l'échelle mondiale, géopolitique, c'est exactement ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire les États-Unis, qui est un empire déclinant, qui est en train de perdre son hégémonie, et la Chine, qui est un empire émergent, qui prend de plus en plus de place sur l'échiquier international. Et tu peux donc en déduire toutes les ramifications de ce qui est en train de se passer depuis des décennies. C'est une espèce de gigantesque jeu d'échecs à l'échelle mondiale, où tous les pays, tous les acteurs, tous les intervenants, selon cet axe d'activité sur ces leviers, agissent à l'intérieur de ce paradigme d'opposition entre ces deux empires. Pour comprendre, comme je te l'ai dit, les peuples, il faut comprendre leur passé, leur façon de voir, leur vision de la stratégie, leur vision des valeurs et de l'idéologie, de leur propre société, de leur propre civilisation. Et si l'on veut construire une espèce de futur commun pour éviter les conflits, il faut donc non seulement comprendre les ressources passées et les valeurs passées de l'ennemi, ou de l'adversaire, de l'antagoniste, mais également les nôtres. Et il n'y a qu'avec un positionnement fort sur nos propres valeurs, en affirmant quelles sont ces valeurs, que l'on peut se positionner par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que je voudrais te parler d'autre chose, c'est le concept de la red team, du red teaming. On parle avec ça. C'est, qu'est-ce que la red team? C'est un système que les Américains ont mis en place juste après les attentats du 11 septembre, après l'effondrement des tours, où ils ont compris qu'ils avaient sous-estimé leur adversaire et que leur propre paradigme de suprématie de technologie n'avait pas été suffisant pour prévenir ce drame. Ils n'avaient, tu vois, qu'un seul paradigme, à savoir nous avons une meilleure technologie qu'eux, donc nous ne risquons rien. Or, ce n'est pas la technologie qui a fait exploser les tours. Non, c'est la foi. C'est la foi et certaines valeurs donc générées par les terroristes qui permettaient de sacrifier leur vie et où ils ont détourné 4 avions avec finalement très peu de moyens, très peu de technologie. Donc là, le facteur humain a été supérieur au facteur technologique. Et donc, comme le système de la Red Team, c'est de penser comme son ennemi, il est essentiel dans cette technique de suspendre tes préjugés et tes a priori qui sont hérités de ton propre contexte socioculturel. À savoir, si tu commences à dire d'un ennemi, c'est un fou,
c'est immonde, je ne veux pas étudier cela, je ne veux pas voir le terrorisme, je ne veux pas voir le nazisme, je ne veux pas voir les pédophiles, je ne peux pas voir tout ça, ça ne me concerne pas, ça va me salir, ça va me corrompre, etc. Alors tu t'empêches de comprendre le prochain mouvement de ton ennemi. Il n'y a que par un phénomène d'empathie, non pas de sympathie, mais d'empathie, à savoir comprendre la problématique de l'autre et les ressorts, comme je l'ai dit, physiques, émotionnels et psychologiques qui vont animer son action, que tu pourras te prémunir contre son action. Et donc, il faut suspendre, aussi dur soit-il, tous ces préjugés pour se mettre à la place de son ennemi, se dire, si j'ai cette vision physique, émotionnelle, psychologique de la situation, alors je vais faire ça. Action A, action B, action C, qui ne sera de facto pas la tienne, mais qui sera la sienne. Donc, non seulement ça te permet donc de pouvoir anticiper le prochain mouvement de ton ennemi, mais également ça permet aussi peut-être de suspendre tes propres préjugés vis-à-vis de toi-même, et non plus de te focaliser sur ce qui te sépare de l'ennemi, mais ce que vous avez en point en commun, ce qui vous rassemble. Et ça, c'est la base, en fait, de la diplomatie et de la négociation. Parce que, comme on dit, on ne fait jamais la paix qu'avec ses ennemis, aussi cruel soit-il et aussi horrible soit-il. Si on ne fait pas ça, s'il n'y a pas de négociation, on ne peut aller que vers l'oblitération totale de son ennemi. Et là, on peut se demander aussi si ça correspond à certaines valeurs occidentales que nous avons, etc. Donc, il n'y a pas d'autre moyen, si tu veux. Donc, voilà pourquoi le passé peut construire un futur commun sur des bases certes fragiles, mais que nous avons en commun avec nos ennemis. Sinon, effectivement, on est dans le génocide. Voilà. Ok, très bien. Donc construire le futur en utilisant le passé. Mais est-ce qu'on risque pas de poursuivre des ambitions non désirables en se basant sur le passé? Par exemple, exemple typique, le désastre écologique. On a tous conscience qu'il y a des enjeux majeurs aujourd'hui. Mais bon, certains en avaient conscience avant d'autres. Coucou total. Mais comment on passe d'une époque où on cache un tel désastre à une période où on en prend conscience? Comment on passe de couper des arbres à la période où on en plante pour anticiper la prochaine problématique? Alors, comment construire un futur désirable? Quels sont les enjeux souhaitables pour notre civilisation? C'est une vaste question, c'est le cas que tu me poses. Pour te répondre, je vais partir très très loin dans le passé une fois encore. Et là, effectivement, c'est une sacrée nostalgie puisque je vais te parler des pyramides de Gizeh. C'est juste une question pour l'assistance. Vu de notre point de vue, que génère une pyramide? Rien. Rien du tout. Pourquoi les Égyptiens ont construit des pyramides? Puisque ça ne crée pas d'énergie, ça ne crée pas de nourriture, ça n'est même pas une défense, un poste de défense militaire efficace, même pas un point de vue de vigie. Essayez de monter jusqu'à une pyramide pour voir ce qui se passe, vous arrivez des problèmes. Mais en fait, de notre point de vue d'homo economicus, d'homo technologicus, construire une pyramide n'a strictement aucun sens, ça ne sert à rien. Et pourtant, les Égyptiens l'ont fait et ont été une des plus grandes civilisations de leur temps. Par exemple, c'était des très grands militaires, et quand ils ont affronté les Hittites, ils ont quasiment inventé le concept de char d'assaut. Bon, là, ils ont piqué la technologie aux Hittites, avec par exemple les archers embarqués sur des chars. C'était des grands agriculteurs avec leur gestion du Nil, de grands architectes, de grands artistes, et pourtant, ils ont construit cette chose que sont les pyramides qui ne servent à rien. Et en fait, je vais vous dire à quoi sert une pyramide. Une pyramide, ça sert à générer du sens. Et un sens existentiel qui était fondamental pour les Égyptiens. Et quand Pharaon a mis en place ce système des pyramides, il a fait une espèce de déclaration à l'univers, au nom de son peuple, d'une connexion entre le monde terrestre et le subtil, à savoir l'univers. L'infini des étoiles, Nout, la voûte étoilée. Et il a réussi donc à fédérer tout son peuple autour de ce projet qui pour nous ne sert à rien, mais qui pour eux avait un sens parce que ça générait une place pour le peuple égyptien dans l'univers et leur rapport au subtil, au Dieu, à l'infini de l'espace, etc. Or, tout ce qui nous arrive, toutes les crises systémiques dans lesquelles nous sommes plongés dans nos civilisations, arrivent parce que nous avons perdu cette perte de sens. Il n'y a plus rien qui nous fédère, nous, en tant que pays, civilisation, espèce humaine, à nous dépasser pour atteindre une forme de transcendance en tant qu'espèce. Nous n'avons plus de but. Cette perte de sens ruisselle dans tous les secteurs de la société, générant donc
ce qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, le burn-out, le bore-out, les gens qui quittent leur poste parce qu'il n'a plus de sens, le fait de se réfugier dans la drogue, plus de meurtres, plus de désordres sociaux, la perte de l'État, de la force de l'État, de sa légitimité, etc., etc. Pourquoi ? Parce que depuis que nous avons pris un virage uniquement matérialiste, c'est-à-dire on s'est juste concentré sur le physique, et la gestion du physique qu'il faut faire, bien sûr, parce que c'est un tiers de notre être, quelque part. Toujours avec cette notion de triple alchimique, où on est à la fois corps, cœur et esprit. Et malheureusement, on s'est focalisé uniquement là-dessus. Or, ce virage technologique scientifique, cet axe, nous laisse incomplet. Quelque chose de très important, qui nous constitue en tant que les deux autres composantes, cœur et esprit, c'est le sens de l'existence. C'est qu'on a passé tellement de temps à gérer le comment, qu'on en a oublié le pourquoi de notre existence. Et c'est cette perte de sens, à mon sens, qui fait que cette civilisation tourne en rond. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de but, il n'y a plus de pyramide à construire qui veut nous connecter à une forme de transcendance au-delà de notre civilisation. C'est-à-dire que la plupart des dirigeants, à mon avis, ont inversé la cause et la conséquence. C'est-à-dire qu'ils nous disent tous, on va gérer d'abord le matériel, on va faire les retraites, gérer les ressources, gérer l'État, etc. Et c'est bien, il faut le faire. Et ensuite, on se préoccupera du pourquoi de la vie. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce qu'en fait, c'est le pourquoi qui conditionne le comment. C'est qu'une fois que nous avons un objectif qui nous fédère tous en tant qu'espèce humaine, eh bien de là ruissellera logiquement la mise en place du comment et d'une mise en place d'une logistique à tous les niveaux pour tendre vers ce but commun et ultime. Et je voulais également te parler de quelque chose, c'est que quelle est, à mon avis, la possibilité de cette construction de sens au sein de nos sociétés. Eh bien, cette question fondamentale du pourquoi, que vous allez tous vous poser à un moment ou à un autre de votre vie. À un moment ou à un autre de votre vie, vous allez avoir cette question, mais pourquoi cela arrive ? Que ça soit de manière endogène, si ça vous arrive à vous personnellement, ou de manière exogène avec tout ce qui se passe dans le monde. Vous allez vous demander à un moment, mais pourquoi cela arrive ? C'est la question fondamentale qui anime le cœur et l'esprit de l'être humain, à laquelle l'État a décidé de ne plus répondre. C'est-à-dire que les États modernes, enfin, la plupart des États modernes, ont décidé de ne pas prendre le sens de l'existence au sérieux et de reléguer ça à une démarche individuelle. Alors bien sûr, effectivement, chacun peut trouver son sens dans des réseaux sociaux, des discussions, des échanges, des traités philosophiques, etc. Mais l'État a dit, ça n'est plus notre problème, nous on gère que le matériel. Par exemple, il n'y a pas de ministère du sens. Alors qu'à Dubaï, par exemple, il y a un ministère du bonheur. Ça, c'est intéressant. Ça peut paraître ridicule pour notre société un petit peu cartésienne, matérialiste, d'avoir un ministère du sens. C'est-à-dire que pas un ministère qui dirait, voilà, tu dois penser ça, la vie c'est ça, mais quelque chose qui, par exemple, te permettrait d'avoir ta propre démarche personnelle pour accéder au sens. Et comme tu as l'aide pour le logement, tu peux avoir une aide pour le sens, ça pourrait être assez intéressant. Une démarche spirituelle ou subtile, métaphysique, peu importe, quelque chose qui prend en compte, toi en tant que citoyen, ta quête de sens, et également quelque chose qui pourrait fédérer tous les États, un pays ou, je te le dis, même toute l'espèce humaine, vers quelque chose plus grand que lui-même. Si tu demandes par exemple à un dirigeant comment vous voyez notre pays, notre but de vie dans 1000 ans, il va juste magnifier et extrapoler la situation matérielle du pays telle qu'elle est, mais à aucun moment il ne va parler de l'extérieur, de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes revenus à une vision pré-galiléenne de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons créé notre bulle autarcique, digitale, numérique, etc., qui nous suffit, croit-on, et tout ce qui se passe à l'extérieur n'a plus aucune importance. C'est-à-dire que nous ne cherchons plus à nous transcender nous-mêmes, nous n'avons plus de but en tant qu'espèce. Et pour répondre à ta question, justement, le pourquoi de l'existence, c'est une question infinie, et mon hypothèse, c'est que la réponse doit être également infinie. Et donc, faire comme Pharaon, se tourner vers les étoiles. Les étoiles, pour te donner une idée, il y a 100 milliards de planètes rien que dans notre galaxie, sans doute plus. Sur ces 100 milliards, il y a entre 8 et 10 milliards d'exoplanètes qui orbitent autour de leur étoile et qui sont situées à peu près à une distance, ce qu'on appelle une zone habitable, idéale, pas trop proche de leur étoile, ni trop lointaine, ni trop chaude, ni trop froide, et qui sont plus ou moins telluriques, donc explorables. Donc qui peuvent avoir des ressources, qui peuvent avoir une surface colonisable, habitable. Et sur ces planètes,
sur ces 8 à 10 milliards d'exoplanètes, il y en a 55 qui sont susceptibles d'abriter la vie. C'est-à-dire avec peut-être de l'eau liquide, peut-être une atmosphère respirable, peut-être de la vie sous une forme ou une autre, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est ce qu'a théorisé la NASA aux dernières nouvelles. Tu vois, c'est un petit peu comme si Christophe Colomb arrivait et disait à tout le monde « Hey, j'ai découvert 55 nouveaux continents ». Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « Oui, non, on s'en fout, moi je vais regarder la Coupe du Monde sur TikTok, c'est pas grave ». Donc, on est devenu sclérosé, replié sur nous-mêmes. L'univers n'a plus aucune importance, et donc s'il n'a plus aucune importance, il n'est plus infini, et s'il n'est plus infini, il ne nous apporte plus aucune réponse. Et donc, vu qu'il n'y a plus de réponse existentielle en tant qu'espèce au niveau de notre place dans l'univers, donc cela génère des crises, cela génère des conflits, cela génère du mal-être, parce que notre but en tant qu'espèce n'a plus aucune existence. Je dirais qu'il s'agirait que nous cessions d'être des gestionnaires de notre vie et que nous redevenions des pharaons. Et que nous essayons d'arriver à une espèce d'homéostasie entre le cœur, le corps et l'esprit, et d'apprendre à gérer ces 3 axes qui pour moi me semblent essentiels à la réalisation d'une forme de transcendance du futur de l'humanité, pour arriver à retrouver un but qui nous fédère, comme les Égyptiens étaient fédérés autour de la vision de Pharaon, et arriver à se connecter à nouveau à une vision du subtil, à une vision de la transcendance au-delà de nous-mêmes. Voilà. Redeviens un pharaon, Seka, et construis ta propre pyramide. Voilà, Seka, c'était tout. Mais avant que nous nous séparions, et que Eduardo te donne le dernier parchemin, je voudrais également te faire un petit cadeau. J'ai dans ma main un objet extrêmement précieux et extrêmement rare. Tu sais ce que c'est ? C'est un dé à 26 faces. Et tu sais ce qu'il a pour lui, le nombre 26 ? C'est que c'est le seul nombre dans l'infini des nombres qui existent, qui se situe exactement entre un carré et un cube, entre 25, le carré de 5, et 27, le cube de 3. C'est un changeur de dimension, c'est un voyageur, comme toi et comme moi. Il change de perspective, il change ses filtres d'approche, et si toi, tu changes tes filtres de perspective, tes filtres d'approche, peut-être que tu trouveras ce que tu cherches. Donc voilà, je te le remets, c'est mon cadeau. Et nous allons donc nous séparer, et je te remercie de m'avoir contacté en tant qu'intelligence plus ou moins artificielle. Et je te souhaite surtout bon voyage. Au revoir. Fin de session, clôture du programme. Eh bien, merci Jean-Dominique pour ces très très riches informations qu'on a pu avoir là. Ce bon vieux Jean-Dominique est effectivement sacrément bavard, mais diablement intéressant. Je pense donc que tu as désormais toutes les clés pour comprendre la nostalgie qui t'habite. Je vais maintenant t'emmener au lieu auquel je voulais t'emmener depuis le départ. Attends, tu savais depuis le début où est-ce qu'on allait ? Tu m'as fait faire toute cette quête-là, Évidemment, rencontre. Seka, je suis omniscient. Oh. Voilà donc l'ultime parchemin qui te permettra de compléter la carte et terminer ta quête. Merci, grand mage. Merci, Eduardo.